Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Paroles de Burn-out, bonne écoute. Aujourd'hui, Gaël nous emmène dans les coulisses du recrutement. Une première année lumineuse, puis une évolution vers le chiffre, les KPI et les contrôles. Dans cette première partie, on suit la montée en tension. Quand la relation humaine se dilue dans le reporting et que l'on se surprend à penser « Waouh, je dois vendre des gens », c'est l'histoire de la perte de sens, juste avant l'effondrement. Bonjour Gaël, merci d'avoir accepté de venir témoigner sur Paroles de Burn-out. Tu as donc répondu à mon appel à témoignage pour partager une parole, un vécu autour d'un événement qui s'est passé dans ta vie professionnelle, celle d'un burn-out. Ce que je te propose, c'est de te présenter très rapidement et qu'ensuite on commence un peu à parler de cette histoire et de comment c'est arrivé. Et donc on commence par le point de départ, c'est-à-dire quelle était ton activité professionnelle au moment où tu es tombé en burn-out? D'accord. Écoute, donc mon prénom c'est Gaëlle, j'habite en Belgique, donc tu vois que la parole, elle résonne même à travers les frontières. Et aujourd'hui j'ai 40 ans et je suis tombée en burn-out un tout petit peu avant mes 35 ans. Donc ça va faire à peu près 5 ans aujourd'hui. Et au moment où je suis tombée en burn-out, ça faisait 11 ans que je travaillais dans le secteur des ressources humaines, mais plus précisément dans le recrutement, donc dans des agences d'intérim et de chasseurs de tête. Ok. Alors pour revenir donc cette histoire, donc sur le déroulé, un peu dans les moments qui sont arrivés un peu avant, ou alors sauf si tu préfères qu'on parle tout de suite de quand est arrivé le burn-out et après on remonte. Sinon peut-être contextualiser un peu et parler de comment était ton travail, ce que tu avais à faire et comment ça s'est arrivé quoi. Bon, on va aller comme ça crescendo pour aller jusqu'au climax de ce fameux mois de mai 2020. Donc moi, je suis entrée dans cette société à peu près en septembre 2011, après avoir travaillé pendant quelques années dans le secteur des médias. J'étais maman d'une petite fille de 1 an à ce moment-là. Et je me rendais compte, le secteur des médias, c'est génial quand tu commences ta carrière parce que il se passe plein de choses. Puis quand t'as pas de responsabilité, tu peux être dispo n'importe quand, les jours fériés, les week-ends. Et puis une fois que tu deviens parent, moi j'aspirais en tout cas à une vie plus rangée et ce fameux peut-être métro boulot dodo avec un CDI, un boulot fixe. Tu sais quand tu commences, quand tu finis, t'as tes week-ends, etc. Et voilà, par le fruit du hasard, j'ai poussé un jour la porte d'une agence d'intérim pour postuler un job chez un de leurs clients. Et au final, le courant est super bien passé. Et c'est chez eux qu'ils m'ont offert un job. Et à ce moment-là, t'as ce côté déjà de waouh. Je viens pour une mission qui à la base est pas garantie et est en intérim, donc il y a toujours ce côté un peu ça peut s'arrêter n'importe quand. Et on me propose tout de suite de m'engager dans une boîte qui est une boîte internationale, avec un CDI, avec la promesse de la voiture de société quelques mois plus tard, avec un salaire de départ qui est bien mais sans plus, mais bon t'as les commissions et tout, donc tu te dis, tu sais quand t'as 26 ans, t'as déjà une petite famille, allez let's go, j'y vais, j'embarque pour l'aventure. Donc j'ai été formée au processus de recrutement, etc. Parce que moi je viens pas des RH à la base, j'ai fait des études de prof de français langue étrangère, mais j'ai la tchatche, j'ai pas peur de décrocher le téléphone, je suis plutôt une fonceuse. Donc c'est un peu ce profil-là qu'ils recherchent, on s'entend bien sur le principe. Je découvre le métier. Ce qui me plaît tout de suite, c'est la relation humaine. Tu rencontres plein de gens de tous les horizons. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans le technique, donc avec aussi bien des ouvriers jusqu'à des ingénieurs, des managers de site, dans la chimie, la pétrochimie, la sidérurgie, etc. Comme je suis super curieuse, méga intéressant aussi, puisque j'apprends un petit peu toutes les ficelles des différentes entreprises. Qu'est-ce que c'est un tourneur-fraiseur? Qu'est-ce que c'est un laborantin? En quoi ça consiste? Donc, je dirais que la première année, elle était géniale parce que c'était un peu l'année lune de miel où tu découvres plein de trucs, t'apprends énormément de choses, on te laisse un peu prendre tes marques, etc.
Et puis, très vite, il y a ce processus un petit peu insidieux qui arrive on est dans une société qui n'est pas une société d'aide sociale, on est une société qui doit faire du business. Pour faire du business, tu dois placer des gens chez tes clients. C'est ça qui rapporte. Et, ça a une répercussion sur ton salaire puisque tu as des commissions. Donc, plus tu vas rencontrer des gens, plus tu vas les placer, plus tu vas rapporter, plus tu auras un salaire qui sera sympa. En gros, tu rentres assez vite dans ce cercle qui peut être vite un cercle vicieux. Et les choses ont pas mal changé, en fait, dans les 10 années où j'ai travaillé là-bas. C'est qu'au début, c'était plutôt encore une ambiance familiale. Puis, ils ont été rachetés par un groupe japonais, si mes souvenirs sont bons. Puis ensuite, cotés en bourse. Donc, là, il faut faire plaisir aux actionnaires de nouveau. Donc, on a de plus en plus insisté sur le côté argent plutôt que sur le côté humain. Ma signature, je me souviendrai toujours, c'est là où j'ai eu un espèce de premier déclic, mais tu sais, ce déclic où il arrive, mais tu te dis, allez, c'est jamais que des mots, c'est pas grave. J'étais au départ consultante en recrutement et je suis devenue commerciale en recrutement. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, je dois vendre des gens. Et moi, ça m'a vraiment fait un choc. Et au fur et à mesure, tout était timé. C'est-à-dire que avec un profil qu'on appelle blue collar, donc plutôt ouvrier, c'était 20 minutes d'entretien. Avec un profil employé technique, c'était 40 minutes d'entretien, et pas trop dépassé. Fallait faire un certain nombre d'actions avec eux. Fallait rentabiliser la moindre minute passée avec les gens. Et ça arrivait en quelle année? Combien de temps avant que tu sois en burn-out? Je dirais, on est aux alentours de 2015, à peu près. 2014-2015, donc on est 5 ans avant. Ouais. C'est pour ça qu'en fait... Et tu sens déjà... Ouais, pardon. Non, mais j'allais dire que c'est pour ça, en fait, que tu t'en rends pas forcément compte. C'est un peu, tu sais, l'histoire de la grenouille. Si tu la plonges dans l'eau bouillante tout de suite, elle sent que l'eau elle est bouillante, elle se barre. Toi, si on te met dans l'eau fraîche et que petit à petit augmente la température, tu t'en rends pas compte. Et c'est exactement ça qui s'est passé. C'est toute une série de petits changements qui viennent au fur et à mesure, qui s'accumulent, et il y a quelque chose en toi qui fait que tu te sens pas super bien, mais comme tu vois tes autres collègues qui font la même chose que toi, qui supportent la même charge de travail, qui sont là tous les jours, etc., avec le sourire, tu mets la façade aussi, tu te dis, ça doit venir de moi, je suis une émotive, je suis une hypersensible, je suis ci, je suis ça. Allez, renforce-toi un peu, Gaëlle, ça va aller, quoi. Tu sais faire le boulot. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc là, on est dans la phase, un rachat, un changement de politique, en fait, du travail, qui se concrétise au début déjà par un timing. Alors c'est venu tout de suite toutes ces nouvelles formes de gestion du travail. Alors déjà changement de dénomination de ton poste, ensuite les histoires de timing des entretiens. C'est venu tout de suite tout ça? C'est venu dans vraiment les mois qui ont suivi. Il y a plein de nouvelles règles qui ont été mises en place et très très vite on était traqué sur nos KPI. C'est-à-dire que on avait une réunion le lundi où on avait un petit peu les grandes lignes de ce qu'il y avait à faire dans la semaine, des objectifs commerciaux à atteindre, des objectifs de personnes à rencontrer, de coups de téléphone à passer à des clients, de visites à faire, etc. Et puis à la fin de la semaine, on débriefait. Et ce qui était dur pour moi à vivre, mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, c'était cet éternel recommencement. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais, c'était prendre le temps avec les gens. Et puis, toutes les opportunités dans le monde de l'emploi ne se passent pas tout de suite. Il y a des fois, si tu as postulé à des jobs avant, tu le sais qu'entre le moment où tu envoies ton CV, le moment où tu as un retour, le moment où tu as un entretien, parfois tu attends un mois et demi. Et tout devait être fait très vite. Et à la fin de la semaine, c'est comme si on effaçait le tableau, tu n'avais rien fait et que le lundi, tu repartais à zéro. Et donc, avec des autres candidats et c'était plus, tout en sachant que ceux que tu avais vus 2, 3 ou 4 semaines avant, tu leur avais fait des promesses de travailler sur leur profil. Tu avais des idées pour eux, tu avais des projets, tu as des candidatures à suivre. Donc, tout le temps se rajouter de nouvelles tâches et à un moment, tu te retrouves dans ce cercle vicieux d'avoir une to-do list qui ne dégrossit jamais. Et pourtant, tu tapes toute la journée, tu barres des trucs dedans toute la journée, mais entre les urgences, entre les choses qu'on te rajoute, parce qu'il faut savoir que oui, dans l'intérim, on travaille sur du long terme, mais on travaille aussi sur les demandes urgentes. T'as un client qui peut t'appeler, j'ai besoin de 3 magasiniers demain pour 3 semaines, et là, tu laisses tout tomber, il n'y a plus que ça qui existe. Et c'était tout le temps jongler entre satisfaire les managers parce que tu faisais tes KPI, satisfaire les candidats parce que tu avais un super bon feeling avec eux et que moi, je voulais vraiment les aider.
c'était ce côté humain de dire, t'as un profil génial, tu mérites de trouver du boulot, je vais m'arracher pour te le trouver. À quel moment j'ai le temps de faire les choses? Et ça, c'est vraiment un constat que j'ai fait peut-être 1 an avant mon burn-out, c'est que je n'avais pas le temps. Il n'y avait pas une seconde dans la journée où mon cerveau se reposait en fait. Il tournait tout le temps. Du coup, et précédemment, par contre, t'avais pas ce sentiment-là. Quand tu étais au travail, t'avais pas ce sentiment de to-do list tous les jours, d'éternel recommencement. Non, parce que c'était les réunions étaient moins fréquentes, donc t'étais moins fliqué entre guillemets. Donc au tout début, on avait plus de liberté par rapport à ce qu'on faisait. Et tu sais bien, quand tu bosses dans une entreprise, que les chiffres sont bons, en général, il y a pas de souci, personne te demande des comptes, tu fais bien ton boulot, etc. Mais le jour où ça va un peu moins bien parce que tu perds un gros client ou que la conjoncture financière fait que il y a moins de demandes en intérim, ils vont plus puiser dans leurs propres ressources, ce qui est normal, tout le monde fait attention à ses dépenses et les entreprises encore plus. À ce moment-là, d'un coup, on fouille tout ce que tu as fait. Tout devient traqué et on travaillait les 2 ou 3 dernières années avec Skype et avec un ERP, donc un logiciel dans lequel, quand tu te connectes, tu as ton propre login, ton propre mot de passe, ce qui fait que dès que tu fais une action, que tu enregistres un candidat, que tu passes un appel, que tu envoies un CV, que tu traites un CV aussi, enfin quoi que tu fasses, toutes les actions sont annotées à ton nom. Donc, ils peuvent savoir exactement tout ce que tu as fait dans ta journée. Et en plus de ça, sur Skype, tu étais traqué sans cesse. C'est-à-dire que tu n'avais pas ta petite boule verte à côté de ton nom, qu'elle se transformait pendant quelques instants en petite boule jaune parce que oui, tu peux aller aux toilettes, tu peux aller boire un verre d'eau, tu peux aller respirer 5 minutes. C'était tiens, là, pendant 10 minutes, t'as pas pris d'appel. Oui, comme tout le monde, je suis humaine. Et ton manager te faisait ce genre de remarques? Mon N+2 à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2 managers, un dans une région, donc j'habite en Belgique, je sais plus si je l'ai dit, mais donc j'ai fait 2 régions pour la même entreprise. Lui, cette relation-là, elle a duré pendant 7 ans et j'ai voulu quitter la boîte parce que c'était vraiment un manager toxique parce que il épiait tout. Et alors j'ai peut-être une vision utopique du travail, mais moi j'estime que quand tu es manager, tu dois savoir faire ce que tes équipes font. Et là, j'avais quelqu'un qui ne savait pas faire ce qu'on faisait, donc ne savait pas recruter, ne savait pas faire matcher des CV avec des opportunités d'emploi. Et donc, c'était le genre de personne, quand tu partais en vacances, tu devais lui faire un feedback complet de toutes les personnes qui étaient susceptibles de pouvoir intéresser tes clients, des demandes des clients en cours. Écoute, j'ai laissé parfois des mails qui faisaient 4 pages Word. Et on arrive encore à m'appeler pendant mes vacances, au secours, est-ce que tu penses à quelqu'un? Quand tu es au bout de la France, sur la plage, avec ta gamine qui joue dans l'eau, excuse-moi, mais non, tu ne décrochais plus en fait à la fin. Tu avais plus envie de décrocher le téléphone, mais tu ne décrochais plus du boulot non plus. Et il y avait vraiment une ambiance hyper malsaine, parce que c'est une personne qui avait un comportement toxique dans le fait où elle mettait beaucoup en avant ce qu'elle faisait, et c'était très en dessous de ce que nous on faisait. Donc elle mettait en avant dès qu'elle arrivait à faire quelque chose. Nous, on n'était jamais mis en avant quand on faisait quelque chose. Mais par contre, si tu loupais une opportunité parce que t'as la concu qui a envoyé le candidat genre une demi-heure avant toi, là, tu te faisais taper sur les doigts, tu te faisais afficher. Et donc, il y a cette non-reconnaissance d'un travail que tu faisais, où tu savais si tu faisais bien, normal. Si tu loupais le coche une fois, tu savais que tu serais pas loupé. Et donc, à ce moment-là, il y a vraiment eu un jour, je me souviens, je suis rentrée du boulot en larmes. Et là, j'ai ma gamine qui devait avoir, je sais pas moi, 17 ans, qui était choquée de me voir comme ça, mais j'ai pas su retenir, quoi. J'ai explosé en sanglots parce que j'étais carrément mise en plan d'action. Donc, genre, le plan d'action, c'est un peu avant d'être licenciée parce que j'avais fait moins de chiffres chez des clients les 2 premiers mois. Je dis, ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis là, janvier et février dans l'industrie, c'est les mois où ils font leur budget. Ça fait toujours passer comme ça. Notre pic, ça commence en mars et ça finit en octobre. Et j'ai été hyper blessée d'être mise au pilori comme ça, alors que je suis quelqu'un de bosseur. J'arrivais avant l'heure, je repartais après l'heure. Je prenais jamais ma pause de midi en entier. J'étais seule à gérer le département technique, alors qu'il y en avait 2 qui géraient le département office où il y avait moins de demandes. Et là, j'ai dit, il faut que je parte. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une manager donc qui était dans une autre région avec qui je m'entendais bien, qui a eu écho que je ne me sentais plus à ma place, qui est venue me chercher, qui m'a dit, moi j'ai une place chez moi,
si tu veux, viens. Et c'est vrai qu'avec elle, tu sais, tu te dis toujours l'herbe est plus verte ailleurs. Tu te dis toujours, comme je connais la boîte, je sais les avantages que j'ai. J'avais quand même déjà 7 ans d'ancienneté à l'époque. Je sais pas comment ça se passera si je quitte le job. J'avais beaucoup de craintes, en fait. Et j'avais aussi un gros syndrome de, j'adore les ressources humaines, mais comme j'ai pas de diplôme dans les ressources humaines, est-ce qu'une autre boîte va vouloir m'embaucher comme HR? Je ne savais pas. Et donc, j'ai pris la solution de facilité et j'ai juste changé de zone géographique en restant dans la même boîte. Et là, ma manager, donc ma N+1, ça s'est super bien passé avec elle. C'est plutôt N+2, parce que là encore, on a modifié la structure de management qui avait un rôle principalement de contrôle. On était contrôlé sur tout ce qu'on faisait. Pour t'expliquer, quand elle venait à l'agence, c'était environ une fois tous les 10 jours à peu près, puisqu'elle avait plusieurs agences dans toute la Wallonie. Elle se mettait dans l'open space. Le but, c'était que tout le monde soit occupé tout le temps. C'est-à-dire que c'était pas normal d'entendre du silence et des gens taper sur leur clavier. Il fallait tout le temps être au téléphone, parce que être au téléphone, pour elle, ça voulait dire être dans l'action. Or, moi, j'avais des clients. Tu sais, quand tu travailles avec une PME, que le client, il est à la fois le boss, mais qu'il est à la fois sur des chantiers, comme ça se passe dans le secteur technique, ces mails, je veux dire, il a pas le temps de répondre au téléphone, donc ces mails, c'était un peu ce qu'il va consulter à la fin de la journée. Tu l'appelles, il dit, écoute, je suis sur un toit, t'es bien gentil avec ton candidat, oui, il peut m'intéresser, mais envoie-moi son CV et je te rappelle demain ou je te dis s'il m'intéresse. Mais là, je peux pas te répondre, je suis en train de poser des ardoises, quoi. Et donc, il y avait ce côté où moi, j'avais envie de respecter un maximum mes candidats et mes clients, mais on me forçait à faire, tu sais, limite du démarchage téléphonique pour toujours avoir plus, pour avoir les gens en ligne juste pour dire que j'ai fait mon nombre d'appels. Et j'ai commencé vraiment à plus du tout être en phase avec ça, à être épuisée physiquement d'abord, et après le moral a complètement lâché. Et quand tu te lèves le matin et que tu te dis pourquoi est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je vais foutre là, quoi? Vraiment, moi ça a été tout a lâché assez vite. Là, on est aux alentours de 2017, c'est ça, hein, parce que si je fais un peu la chronologie, 2015, tu as le changement de groupe, 2017, tu changes de manager parce que celui avec lequel t'étais, la pression, le flicage était trop fort, donc là, tu te dis, allez, Génial. J'aime bien le métier dans lequel je suis, j'aime bien la boîte parce que pour plein de raisons, l'attachement, la facilité, certainement. Mais du coup, voilà, tu te dis, bonne opportunité. En plus, c'est elle qui vient te demander, donc c'est quand même plus valorisant. Donc c'est aussi un moyen de se dire, chouette, je vais pouvoir être entendu. Donc là, tu commences mais là, tu ressens malgré tout des choses qui ne vont pas et qui restent. Mais du coup, là, on est 3 ans avant ton burn-out. Comment tu fais pour tenir dans cette condition? Qu'est-ce qui te fait rester, en fait? C'est souvent la question qu'on pose, hein, et qui est de, pourquoi t'es pas parti faire autre chose? Pourquoi tu t'es infligé ça pendant encore 3 ans? Et c'est la question que je me suis posée qui m'a permis de me sortir du burn-out. Donc, merci de la poser parce que je crois que c'est une des questions clés. C'est quand tu as capté pourquoi tu étais resté, tu sais après pourquoi tu resteras plus jamais là-dedans, en fait. Il y avait l'aspect financier où tu penses toujours que tu gagneras pas autant ailleurs parce qu'on te fait croire que tu gagnes bien ta vie là où t'es, alors que souvent c'est pas vrai du tout. Je veux dire, il y a, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, on a des échelles barémiques, donc on a des salaires en dessous desquels on ne peut pas descendre, et tes années d'expérience sont valorisées, et ça te permet d'avoir un salaire relativement égal d'une société à une autre. Après, comme partout, t'en as qui paient bien mieux, mais t'as quand même un minimum salarial est qui est totalement adapté pour vivre, quoi, j'ai envie de dire. Tu ne vas pas au SMIC en changeant de boulot comme ça. Donc déjà, il y avait ça. Il y avait un gros syndrome de l'imposteur, comme je te disais, c'est-à-dire que comment je valorise mon expérience de ressources humaines alors que j'ai pas le diplôme et alors que le secteur de recruteuse en intérim est pas super bien connoté. J'avais vraiment ce sentiment que quand on envoyait ton CV dans des sociétés pour être RH en interne, le fait que tu viennes du monde de l'intérim, c'était un peu le bas du panier, en fait. Il y avait vraiment ce sentiment. Alors, parfois, je l'ai vraiment ressenti. Parfois, c'était juste moi qui me faisais une fausse idée. Hein. C'était une croyance limitante à tout égard. Et puis, la dernière chose, c'est ma collègue. J'ai eu une collègue, mais juste extraordinaire, avec qui on s'est serré les coudes pendant 3 ans. D'ailleurs, quand j'ai stoppé à mon burn-out, donc en septembre 2020, elle est partie, je crois, 3-4 mois plus tard. Un peu comme un domino, tu vois, le premier s'effondre, les autres suivent. Et je pense que si elle n'avait pas été là, je serais partie plus tôt. Comme on avait une dynamique de travail, tu sais, on se renvoyait la balle, on avait vraiment une complémentarité qui était dingue.
on arrivait à se motiver, on arrivait à trouver quand même du plaisir, surtout à travailler ensemble, que parfois on arrivait un peu à se mettre dans notre bulle, en fait. Et donc, du coup, quand elle était là, c'était motivant. On se mettait des petits challenges, etc. Et surtout, on se félicitait l'une l'autre. Tu vois, on se tapait dans la main, ou on allait boire un verre après le boulot, ou on se faisait une sortie. On est vraiment devenus amis. Ça a retardé le process. Donc, ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un dans la boîte qui me soutienne. Mais d'un côté, ça a retardé aussi mon départ et la prise de conscience complète que j'étais pas au bon endroit. Donc, avec du recul, tu vois, il y a un peu le côté, tu prends, comment on dit, c'est prendre le fer pour se faire battre ou quelque chose comme ça. Donc, c'était pas évident à vivre, mais voilà, j'ai quand même gagné une personne qui m'a apporté énormément et qui avait c'était une bête de somme au niveau du travail. C'était un truc de fou. Vous venez d'entendre la première partie du témoignage de Gaëlle, la spirale du chiffre, le timing chronométré, l'éternel recommencement, tout ce qui prépare le terrain. Dans l'épisode 16, place à la suite, l'effondrement, la reconnaissance du burn-out et le chemin de la reconstruction. À très vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.